Je vais aller vite. C'est pas parce que j'ai pas grand chose à dire, mais c'est plutôt les idées que je vais vous donner. Enfin, voilà. Donc, mon thème, je l'ai intitulé comme ça. Vous avez vu que sur le programme, j'avais des titres à préciser pendant très très longtemps. Et peut-être que j'aurais pu garder titres à préciser finalement dans ma réflexion SHS. C'était tellement bien. C'était pas mal en fait, titres à préciser, tu vois. L'objet qui nous échappe, quoi. Tu vois, titres à préciser, c'était quand même pas mal. Et puis j'ai fini par trouver un truc qui s'appelle base de connaissances et données sensibles, observation patrimoniale. Alors évidemment, avec un titre aussi générique que ça, je vais pas finir ce soir, quoi. Mais c'est peut-être ça l'enjeu, en fait. C'est peut-être ça l'enjeu. L'enjeu, d'une part, c'est de parfaire les présentations de Florent et de Mathieu, bien entendu, mais peut-être de me placer avec vous et pour longtemps encore, peut-être dans un sens plus généraliste de l'historien dans sa pratique, mais aussi de l'acteur du patrimoine, que je suis depuis longtemps. Donc mon endroit, c'est quoi? C'est d'être, paraît-il, historien des techniques et aussi historien du patrimoine. Et de me demander ce que je fais là avec vous, autour du patrimoine industriel, des machines, du système technique, de l'architecture, au milieu du territoire aussi, puis de ces enjeux-là, de décision de la culture. Donc c'est ça mon champ d'action global. Et donc je vais un peu vous présenter presque en vrac quelques idées qui sous-tendent mon activité de recherche collective autour des hypothèques, des thèses co-encadrées, messieurs, et puis de récits d'aujourd'hui bien sur ce que Florent a dit tout à l'heure. Au passage, je vous remercie d'être très en retard, comme ça j'ai entendu plus de choses que ce que je pensais alors que je suis arrivé en plein milieu d'après-midi, c'était quand même assez super. Donc c'est cette histoire de ce qui sous-tend notre action commune. Encore une fois, je tiens vraiment énormément à insister sur cette problématique interdisciplinaire qu'on développe ensemble, avec Florent, avec vous tous. Mais ce qui sous-tend et ce qui tend aussi au terme de l'intention, peut-être notre affaire avec ce compagnonnage avec les SPI, puisqu'il fait aussi qu'on s'occupe d'humanité numérique tous ensemble, autour de cette problématique de la mise en connaissance numérique, voire sémantique. Alors, moi je parle de patrimoine industriel et d'histoire des techniques, mais vous voyez bien comment notre réflexion avec Florent conduit aussi à bouger les lignes et comment en fait on arrive à ce que Mathieu nous raconte et le travail commun avec Pierre. C'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose qui était plus un objet matériel au départ, donc toujours avec ce qu'on défend autour de la modélisation 3D, mais comment on voit bien que on pourrait presque appeler une histoire des techniques de type mécaniste, enfin pas au sens mécaniste général, mais on voit bien qu'on était méca, sur la reconstitution avec code, sur la reconstitution de machines, et comment nous on évolue aussi plutôt sur l'explicitation plus générique et le modèle de manière plus générale. Donc on passe du modèle 3D presque en termes de représentation graphique à tout à fait autre chose. Et c'est peut-être bien ça qui nous échappe en ce moment d'ailleurs. Donc c'est intéressant aussi de savoir comment ça nous échappe et qu'est-ce qui nous échappe. Autrement dit, pour moi en tant qu'historien, comment on interroge l'objet, comment on interroge le sémantique du coup, comment on va informer ça, et comment aussi on interroge ce qui nous échappe plus particulièrement dans ma question à moi actuellement, qui est l'interrogation patrimoniale. Tout ça est d'une ambition folle. En voiture tout à l'heure, en revenant de Brest, seul, sans Sylvain, en revenant de Brest, il y avait une émission de vulgarisation scientifique et on parlait d'un bouquin de Bernard Grison autour de la cryptozoologie. Donc on parlait de Messie, etc. Et moi, peut-être que je suis en train de faire de la crypto-épistémologie ou de la crypto-heuristique avec un objet, un programme qui s'appellerait l'HDR.
Nessie est sûrement un canular, mais finalement on sait que le calmar géant existe vraiment, donc peut-être que dans le cadre de mon objet qui m'échappe actuellement de crypto-épistémologie. En tout cas, ce qui a été intéressant cet après-midi dans ce que j'ai pu écouter, c'était, je vais rebondir aussi du coup sur deux trucs qui se sont dit là. Ce que Pierre a dit, couché sur, voilà, il a regardé les objets, j'étais très content de ça. Et puis il met la machine, tu as dit la machine qui fait un coude, qui est une véritable œuvre d'art. Intéressante pour l'œuvre d'art et pour le musée, pour la muséographie, comme ça. Mais ça c'était intéressant parce qu'on n'était pas du tout dans le sémantique. On était justement dans une approche sensible des choses. Et tu ne faisais pas du tout appel à un méca ou quoi que ce soit, tu as regardé un objet, il t'a branché, quoi. Et puis Mathieu, à un moment donné, qui dit les historiens n'ont pas forcément besoin de modèles, a priori, ni de thésaurus. Donc on est dans ces tensions-là en ce moment, ensemble, hein, clairement. Et donc il y a, voilà. Et du coup je me dis, dans cette question-là, parce que je vais revenir à cette problématique du patrimoine peut-être à un moment donné, c'est, moi je me pose la question de savoir s'il y a une science du sensible. S'il faut la faire, jusqu'où la faire, ou pourquoi ne faut-il pas la faire? Ce matin, j'étais encore donc à Brest avec les collègues du Master Valpec et puis nos étudiantes, c'est l'étudiant. Et donc Thomas, il dit, bah, la grue elle est belle. La grue que j'ai défendue moi il y a quelques années au titre du patrimoine industriel et qui est monument historique depuis 2012. Puis une fois, dans notre exemple, en conférence, en l'occurrence, je faisais de la formation pour des guides conférenciers il y a très très longtemps, puis je parlais d'une piscine art déco, je parlais d'architecture du XXe siècle, et la piscine allait bien. Puis, et puis il y a une des personnes qui était en formation qui m'a demandé d'expliciter ce bien. Et pourquoi vous dites ça, quoi? Donc il a fallu que je l'explique avec méthode, pour expliquer que je pouvais justifier de ce bien que je montrais sur une image, en l'occurrence c'est une piscine art déco au sud du Maine-et-Loire. Donc on est bien là dans cette problématique pour nous de construire une explication un petit peu rationalisée entre nous, et qui se confronte aussi à des aspects de relation à l'objet. Ce qui t'a fasciné dans cette belle courbure de l'objet, plutôt que d'autres, parce que du coup tu l'as qualifié, tu l'as mis en hiérarchie. En tout cas, une hiérarchie possible, en disant, bah, tiens, celui-là, il serait peut-être mieux dans un musée que les autres, mais pourquoi ça? Enfin, c'est quoi cette affaire? Donc comment ça se discute, ça, effectivement, là-dessus. Et du coup, il y a une notion que j'aime bien, qui est encore pire que les autres, c'est la notion de justesse. Et finalement, il y a un objet qui est juste, il n'est peut-être pas bien. Un fusil, c'est pas bien, mais ça doit être dans un musée, quoi. Peut-être plus d'ailleurs dans un musée qu'ailleurs. Et il n'est pas forcément beau, là, sauf que si, il y a quand même des beaux fusils. Et une piscine et une grue, c'est quoi la justesse de ce qu'on dit finalement? Et je crois que dans la qualification patrimoniale, que ce soit en musée ou ailleurs, puisque moi je suis aussi un homme de terrain qui a contribué à des protections monuments historiques, c'est cette problématique de la notion de justesse qui se balade là, dans tout ça, quoi. Donc est-ce qu'on a besoin de nous rencontrer et comment on a besoin de se rencontrer? Et ça rejoint un peu ce que vous a présenté Florent sur Récit, c'est est-ce qu'on objective ou pas le patrimoine? Et jusqu'où on peut l'objectiver? Et quel serait l'outil, et c'est notre ambition dans Récit, quel serait l'outil qui justifierait de la critériologie du patrimoine? L'authenticité, l'unicité, l'intégrité, pour reprendre les grands principes du patrimoine mondial, et qui sont ceux, en gros, de la réflexion patrimoniale en général. Ben, c'est pas si évident que ça, cette affaire. Et donc moi, mon métier, je pense, d'observateur et puis de compagnon et de participant à tous ces projets-là, c'est peut-être de discuter de ça. Pourquoi et comment on peut dire qu'un bien est authentique, unique, intègre? Est-ce que ça suffit à définir le bien et à définir et à justifier la décision patrimoniale? Et c'est intéressant de pousser la réflexion jusqu'au bout,
Florent a parlé du label patrimoine numérique 3D, c'est quoi? Est-ce que c'est juste un objet par rapport au numérique 3D qu'on définit? Donc, ce qui labelliserait notre démarche scientifique de labellisation du modèle 3D, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui justifierait de l'authenticité, de l'unicité, de l'intégrité? Je crois qu'on a là des enjeux épistémologiques, là, pour le coup, particulièrement forts à définir. La petite discussion qu'il y a eu sur le BIM aussi, c'était pas mal, parce que enfin, autour du modèle 3D, cette distinction, il y a eu quelques secondes d'échange là-dessus. Le modèle 3D de gestion, c'est aussi avec Florence qu'on définit, c'est la logique de relation à l'imperfection et à l'usure. Par rapport au BIM, qui est effectivement le Building Intelligent Model, qui est la définition d'une maison parfaite ou d'un immeuble parfait, qui est voilà, et comment on intègre l'usure dans alors que c'est censé être un modèle de maintenance aussi, d'ailleurs, mais comment, là j'ai presque ma casquette VP immobilier qui ressort, mais comment tout ça fait temporalité. Et donc là, on est bien là dans des problématiques qui s'inscrivent dans des relations beaucoup plus larges au questionnement de l'historien aussi. Mais voilà, moi je fais exprès là d'interroger, j'ai aucune réponse pour l'instant, mais c'est vraiment là-dessus. Et j'en profite, comme je suis à la dernière communication, c'est encore mieux. Donc pour moi, c'est comment s'inscrit le patrimoine entre histoire et mémoire. Ça, c'est des questions, on n'a pas besoin de modèle sémantique pour se poser ces questions-là. Ça fait juste 140 ans qu'on se les pose en France. Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est un sentiment? Et comment ça se joue dans la contemporanéité, c'est-à-dire dans une temporalité qui se joue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment des questions très très fortes en termes de patrimoine. Et quand dans le projet Récide, on va travailler, ou quand sur certaines approches, hypothèques avec Mathieu, Benjamin et d'autres, on a travaillé là-dessus, on est aussi sur des questions sur la façon dont finalement on réfléchit aussi à des méthodes. Et moi je suis en train de dire que dans Récide, on va pas seulement avoir des objets d'usage industrialisables, des ambitions de cet ANR, hein, très clairement, mais qu'on va peut-être d'abord commencer par faire de la prototypie de méthode. C'est-à-dire qu'on va faire des prototypes de méthode, on va inventer de la méthode, on va se poser ces questions-là aussi. Je crois que là, il y a des enjeux qui sont très très forts de ce point de vue-là, en tout cas pour moi, vu de mon carré d'historien, c'est des enjeux qui sont comme ça. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que la base de connaissances, telle qu'on l'a définie là, tous ensemble, il y a une histoire de ces bases de connaissances. Donc, et en particulier en patrimoine, je pense aux travaux de l'inventaire général depuis une quarantaine d'années. Il y a eu déjà des constitutions de thésaurus en histoire de l'art, en patrimoine et en histoire des techniques, très spécifiques. On parlait de PADSTEC, mais avant PADSTEC, il y a un inventaire général, et justement sur Récide, on va travailler à la fois avec Catherine Cuenca sur PADSTEC, mais aussi avec Jean Davoyot, le ministère de la Culture, qui a travaillé sur l'inventaire de l'observatoire. On va aussi confronter leurs différentes méthodes, qui sont des méthodes anciennes, et qui sont finalement pour partie une contribution ontologique, mais qui sont plus d'abord un thésaurus simple, un thésaurus tubulaire hiérarchisé simple, et qui arrive petit à petit à cette question de l'ontologie d'aujourd'hui, autour de l'enrichissement des descripteurs, autour de qu'est-ce que c'est que la description, comment ça se nomme, comment sont les choses. Et au passage, on est assez proche de la collection de fiches à l'origine, à l'inventaire général. C'est pour ça qu'il y a des récupérations avec Omeka, enfin, je pense qu'il y a des interfaçages comme ça qui peuvent être faits là-dessus. Mais c'est comment on passe de la fiche et de la collection d'objets à une mise en réseau. Comment, au bout du compte aussi, ça va changer les états d'esprit. C'est-à-dire que très clairement, l'inventaire général, que je connais bien pour y avoir été, était un monde de collection. On mettait les objets les uns à côté des autres. À un moment donné, on faisait un dossier collectif qui n'était pas forcément qu'une mise en relation. Et du coup, ça interroge aussi des méthodes qui sont celles des patrimonieux, on va dire, qui sont en particulier les historiens d'art, qui sont contents quand ils font un catalogue. Enfin, il y a des thèses d'histoire de l'art qui sont des catalogues, qui sont des objets les uns à côté des autres.
et dont la mise en relation, elle est pas si satisfaisante que ça. Et donc, le CNAM aussi. Et le CNAM aussi, pas de steak, c'est ça. Donc qu'est-ce qui fait l'histoire dans tout ça, et où est-ce qu'on peut mettre en réseau. Donc ça, c'est des enjeux très très forts pour la communauté des gens qui s'intéressent au patrimoine, dont la plupart connaissent pas du tout ce dont on discute depuis le début de l'après-midi, hein, très clairement. D'autant que, effectivement, j'ai déjà abordé la question, mais c'est qu'il ne faut pas oublier l'objet, quoi. Donc l'objet qu'on étudie, c'est un objet qui a un intérêt. Cet objet-là, il a un intérêt. Mais est-ce qu'il a un intérêt seulement parce qu'il est courbé, quoi? Enfin, c'est quand même gonflé de dire qu'il a un intérêt juste parce qu'il a une courbure. Peut-être que justement, tu parlais, je profite de ça, parce que c'était vachement marrant ce que tu disais. Et du coup, il y a une fiche quand même, donc il y a ces indications-là. Donc, c'est quoi cette fiche? Qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être qu'en fait, c'est pas parce qu'il est courbé qu'il est intéressant, mais parce que c'est ce que la courbure permet d'étudier, bien entendu. Donc on est là, je ne sais pas du tout ce que c'est d'ailleurs ce truc-là, mais on est bien là sur des enjeux qui sont assez intéressants. Et quand on avait développé Nantes, Benjamin pourra en témoigner, Nantes 1900, moi, ma première question, ça a été ma première alerte, c'était de dire attention, on fait la base de données, on fait l'interactif, on fait la muséographie, mais n'oublions jamais l'objet. L'objet, il est là, et donc il faut qu'on parle de l'objet. Et on fait tout ça parce que l'objet est là. Alors il aurait pu disparaître, il peut d'ailleurs disparaître. Enfin, il ne faudrait pas que la base de données disparaisse non plus, ça c'est d'autres enjeux. Mais, et donc il y a un serveur, ça peut péter quoi aussi. Hein. Donc il y a cette relation aussi, et ça c'est l'enjeu du patrimoine. Le patrimoine, c'est de ne pas oublier de quoi on parle. C'est d'autant plus un enjeu patrimonial, puisque la patrimonialisation, c'est justement qu'on ne veut pas oublier de quoi on parle. C'est justement qu'on veut garder ça. Donc il y a un enjeu très très fondamental parce qu'on n'oublie jamais de quoi on parle de ce point de vue-là. Et donc l'exemple de Nantes 1900, c'est pas un objet beau par définition, c'est une maquette. Donc mais en même temps, il y a une beauté de la maquette. Et c'est pas un objet si sensible que ça, puisque c'est un objet qui se veut objectif, et qui est une maquette en 3D, là pour le coup, mais réelle, en bois, de la représentation physique de ce qu'on pouvait voir en 1902 ans. Donc c'est pas, il n'y a a priori pas de sensible dans cette affaire-là, parce que c'est une représentation fidèle, entre guillemets, des choses, qui reste à critiquer. Il y a un peu de sensible dedans, en particulier cette fameuse bourse de commerce qui était représentée plus grosse, juste parce que c'était le commanditaire qui avait fait le truc. Donc c'était pas grand-chose, c'est 3 mm de chaque côté sur l'échelle de la maquette. Il y a quand même déjà la notion de quelque chose de sensible dans cet objet-là, plus ce qu'on a un peu écrit, et ce que j'avais moi indiqué dans des publics qu'on avait déjà fait, et dans un truc à apparaître dans un colloque à Bordeaux, de l'année dernière, il y a 2 ans déjà, en fait, l'orientation de la maquette est très signifiante aussi par rapport à ce qu'on veut montrer de la ville, quoi. Donc, il y a pas... Et comme par hasard, des problématiques muséographiques font que la maquette, on la lit à l'envers aujourd'hui. Et ça pose aussi d'autres questions. On lit à l'envers? Oui, parce qu'en fait, elle est représentée en lecture classique orientée au nord, et donc on lit la Loire qui coule normalement, effectivement, de l'ouest en est, donc en lecture classique, et là, alors qu'en fait, comme les cartes du 19e, qui étaient très souvent, les cartes fluviales, étaient orientées non pas nord-sud ou sud-nord, mais dans le sens du courant. Donc on lit de gauche à droite. Et donc le courant va de gauche à droite, puisqu'on lit de gauche à droite. Et donc il y a énormément de cartes du 19e de la Loire qui sont orientées au sud, tout simplement pour qu'on lise le sens du courant. Et à Nantes, c'était un peu la maquette, elle est un peu comme ça, mais en plus, pourquoi elle était orientée au sud, la maquette? Tout simplement parce que la ville est au nord, donc on regarde le port à partir de la ville, donc il était logique qu'on regarde cette maquette-là comme ça. Donc il y a des détails que du coup on voit beaucoup moins, qu'on ne voit pas d'ailleurs carrément, et qui étaient visibles du bon côté de la maquette, c'est-à-dire du côté du mur, aujourd'hui. Et ça, on a pu faire des photos, il y a toute une série de photos, puisque quand on a sorti la maquette pour la modéliser, mais on a vu ça très, très clairement. Donc il y a un enjeu aussi de signification de l'objet. L'objet représenté, c'est une représentation. Et donc c'est du sens. Et là, le sens commercial et la puissance de la ville était tout à fait là. Vous voyez comment
comment on passe à la sensibilité dans cette affaire. Et comment on représente ça? Est-ce que c'est de la donnée sensible? Est-ce que c'est le récit que j'en fais? Et comment on le met dans le modèle, quoi. Alors peut-être qu'on le met dans le modèle en écrivant, donc il faut que j'écrive d'abord ma sensibilité pour que ça puisse rentrer dans la machine de Mathieu. Et dans ce cas-là, est-ce que j'ai besoin de la machine de Mathieu puisque je l'ai déjà écrit? En tant qu'historien, on multiplie les données. Et voilà, et du coup, tu te crées aussi un système de données qui est le tien, et qui voilà. Donc ça pose un certain nombre de questions, je pense, assez importantes pour savoir ça. Et du coup, ça pose pour moi la question de l'observation patrimoniale. Je suis passé un peu d'une discussion, je vous ai dit que c'était rapide, de la base de données à la problématique de la donnée. Qu'est-ce que c'est de la sensibilité là-dedans? Un autre exemple aussi que je pourrais vous donner, c'était en l'occurrence un collègue historien d'architecture de l'école d'architecture de Nantes, on était en réunion à la ville avant-hier, matin, et il parlait d'un square, enfin d'une place de la ville, qui est un des derniers témoignages homogènes et cohérents en l'état de l'architecte municipal de la ville, Coutan, qui a fait, en l'occurrence, le square de la Petite Hollande, dont il disait qu'il était remarquable. Et en même temps, c'était très très intéressant parce que Gilles, on parlait du Wiki Patrimoine à ce moment-là, du projet Wiki Patrimoine de la ville de Nantes qui est développé par la direction du patrimoine de la ville. Et on parlait le principe du Wiki, c'est d'avoir des données, de la population. Ça. Et donc Gilles disait, attention, mais à force de parler que des données de la population, vous allez avoir des données sensibles. Il utilisait le mot sensible, justement, en disant, en gros, ça va être, qu'est-ce que ça va être que ça? Alors qu'il y a des moyens objectifs d'inventaire, et lui aussi ayant travaillé à l'inventaire général à Nantes, ayant tout particulièrement travaillé sur la ville, en disant que là, il y avait une objectivité scientifique possible. Et ce qui était très très drôle dans son propos, qui je pense doit sous-tendre en tout cas ma réflexion par rapport à ce qu'on a entendu cet après-midi, c'est qu'à la fois il défendait la méthode de l'inventaire, donc ses thésaurus, ses analyses objectives, etc. Et en même temps, quand il parlait du square, il sortait de ce champ-là pour utiliser sa culture d'architecte, qui n'est pas basée que sur le modèle et le thésaurus, très clairement. Et il parlait de la qualification de l'objet en fonction de sa culture, qui en l'occurrence est assez immense sur Nantes, et ailleurs, pour qualifier cet objet. Donc c'est toute cette problématique de la qualification et de la quantification qui m'interroge dans ce qu'on fait, autour de ce que j'appelle la donnée sensible. Et donc j'en reviens peut-être pour conclure, d'ailleurs, finalement je parle assez longtemps, sur ce que j'ai appelé dans ma proposition de titre l'observation patrimoniale. Pourquoi? Parce que on est tous là, on parlait en plus du bureau des longitudes, j'ai pas fait exprès d'utiliser ce titre-là. Il y a ces problématiques d'observatoire, d'observation. Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on observe notre pratique? Est-ce qu'on observe l'objet de notre étude? Donc qu'est-ce qui va faire récit au bout du compte dans notre chose-là? Et c'est d'autant plus important que le patrimoine est un objet très très particulier d'analyse, pour nous, d'analyse scientifique, objective, historique. Et il est d'autant plus particulier pour moi que je le connais depuis longtemps, et qu'au bout du compte, en l'occurrence dans ma propre pratique, c'est aussi un champ de recherche-action. Pourquoi? Parce que le patrimoine, c'est un enjeu contemporain, c'est pas un enjeu d'hier, c'est un enjeu contemporain. Ou alors, si c'est un enjeu d'hier, c'est qu'à un moment donné, hier, il était un enjeu contemporain. Quand Prosper Mérimée, Ludovic Vitet, etc., positionne le champ du patrimoine au XIXe siècle dans un champ institutionnel, c'est qu'il y a des enjeux de contemporanéité qui sont les leurs. Et donc, nous, quand on va faire l'histoire de ça, on ne va pas faire du patrimoine, on va faire de l'histoire du patrimoine. Et quand je parle de la grue en 2012, je me positionne comme étant historien en disant, expert, en disant cette grue, en l'occurrence celle de Brest, de Lyon 2012, cette grue est intéressante pour telle et telle raison, ancienneté, témoignage de l'activité portuaire, originalité dans le champ
typologique par rapport aux éléments qui sont protégés en France par ailleurs, mais aussi, et du coup ça, là je fais histoire effectivement, mais en même temps je parle de l'actualité. Et après la défense patrimoniale, donc la logique, on parle de misographie avec quasi. Donc on va s'intéresser à des gens qui vont vivre aujourd'hui, ou demain plutôt, et qui vont venir, et leur intérêt c'est pas d'être dans le passé, c'est d'être aujourd'hui en question du passé. Et le patrimoine, pour moi, c'est exactement cet enjeu-là. C'est donc, contrairement à certains collègues qui ont tendance à exagérer là-dessus, je pense que le patrimoine n'est pas une science. Le patrimoine est un objet de science, mais il n'est pas une science. Il est d'autant moins une science que ce qui, nous, d'un point de vue de l'objectivation scientifique, est intéressant à comprendre, c'est que c'est plutôt une action d'engagement dans la contemporanéité. C'est ça le patrimoine pour moi. Et quel que soit le temps dont on parle, auquel on l'évoque. Hein, je ne reviens pas sur Vité, Mérimée, etc. Et c'est ça qui fait science, je pense. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. À un moment donné, tu as clairement dit qu'il faut éviter de remplacer le boulot de l'historien. Oui, hein, voilà, on est quand même là pour quelque chose. Donc, et donc, je crois que c'est exactement comme ça que tu l'as dit. Par contre, notre enjeu, il va être de travailler ensemble, en interdisciplinarité, très clairement, pour contribuer à ce qui fait récit, quoi.